Il y a quelques mois, en pleine crise financière, on aurait pu croire que les inconditionnels du libéralisme et de la déréglementation s'étaient amendés et qu'ils redécouvraient les vertus de la puissance publique. En réalité, cette conversion était opportuniste et de court terme. Les textes mis en débat ces derniers mois montrent d'ailleurs que le gouvernement n'a pas pris la mesure des conséquences des dérégulations. D'ailleurs, ce projet de loi en est une nouvelle illustration, car ce texte vise d'abord et surtout à modifier le statut de la Poste en transformant cet établissement en une société anonyme. Monsieur le ministre, vous justifiez la nécessité de ce changement de statut, notamment par l'ouverture à la concurrence décidée au niveau européen et par la nécessité d'assurer l'avenir et la modernisation de cette institution. Alors oui, nous pouvons nous rejoindre sur les défis à relever par le service postal. Indépendamment de la fin du monopole, son adaptation à un nouvel environnement et à la modification des comportements des usagers est à l'évidence une nécessité. Mais nous sommes par contre en profond désaccord sur les moyens pour y parvenir, tant pour des raisons de choix de société que pour des raisons techniques. Nous ne croyons pas que la transformation en société anonyme soit la solution pour assurer l'avenir de ce service public. Les arguments avancés sont d'ailleurs loin d'être convaincants. Ils soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Vous savez parfaitement que ni les directives ni les normes communautaires ne comportent d'obligations juridiques concernant le statut des opérateurs. En changer est du seul ressort des États membres. Alors, ne nous faites pas croire à une quelconque volonté européenne. C'est d'abord votre choix politique. Ça, c'est pour le premier constat. Le second, c'est que vous réformez l'organisation et le fonctionnement de la Poste. Il n'y en a pas besoin pour changer ce fonctionnement et cette organisation, nul besoin de changer son statut. D'ailleurs, aucune analyse convaincante n'a été avancée pour démontrer que dans le contexte actuel, une ouverture du capital présenterait des avantages par rapport aux autres modes de financement possibles. Sur la base de son statut actuel, elle a parfaitement la possibilité d'assurer cette évolution. Alors, Monsieur le ministre, si transformer la Poste en société anonyme ne relève d'aucune obligation européenne, si ce n'est pas non plus un préalable à sa modernisation, alors cela résulte en réalité d'une stratégie politique qui ouvre directement la porte à une future privatisation. Pour vous en défendre, vous répétez à satiété que les capitaux de la future société anonyme seront à 100% publics et qu'ils le resteront puisque cela est inscrit dans la loi. Vous annoncez à l'envi le caractère imprivatisable de la Poste. Or, nous savons tous, et cela a été dit très régulièrement, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Vos engagements aujourd'hui ne manquent pas d'en rappeler d'autres. En 2004, Monsieur le ministre, si vous m'écoutez, Nicolas Sarkozy affirmait « Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et de Gaz de France ». Il disait « C'est clair, c'est simple et c'est net ». Or, on sait très bien ce qu'il en est advenu pour GDF. Malheureusement, pour cette entreprise, c'est aujourd'hui aussi clair, aussi simple et aussi net. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. On voit bien que l'ouverture de capital est souvent la pose de la première pierre vers la privatisation des services publics et des entreprises publiques. Inscrire dans la loi qu'un service public est national n'est pas non plus une garantie à toute épreuve. Le Conseil constitutionnel a déjà clairement précisé que cela n'empêche en rien son transfert vers le secteur privé. Seule une inscription dans la Constitution mettrait la Poste à l'abri de la privatisation. En réalité, je vous le dis, Monsieur le ministre, la seule véritable garantie de ne pas privatiser la Poste, c'est de ne pas la transformer tout simplement en société anonyme. Tous les autres arguments que vous mettrez en avance relèvent des promesses, voire de l'habillage. Monsieur le ministre, ce projet de loi est dangereux pour l'avenir du service postal. Il n'est pas acceptable en l'état pour plusieurs raisons. La première, il transforme le statut juridique de la Poste
sans justification ni garantie réelle. La seconde, il n'apporte pas de réponse sérieuse sur le financement et la régulation du service public. La troisième, il n'apporte aucune perspective, aucune réflexion sur les besoins des utilisateurs et des territoires, ni sur les moyens d'y faire face, alors que c'est cela qui devrait être au cœur de nos débats. La quatrième, il n'apporte pas non plus de réponse crédible sur le financement du service universel, ni sur la contribution à l'aménagement et au développement du territoire. En fait, tout l'enjeu aurait dû porter, et en priorité, sur l'utilisation des marges de manœuvre existantes pour conforter les missions du service public de la Poste. D'autant plus que la Commission européenne n'interdit pas les aides de l'État quand elles sont destinées à couvrir les charges liées à l'exercice des missions de service public. Au lieu de cela, vous avez choisi une approche idéologique et réductrice qui menace le plus symbolique des services publics pour la majorité de nos concitoyens. Aujourd'hui, la Poste, c'est une nécessité majeure pour des millions et des millions d'utilisateurs et surtout pour les personnes les plus fragiles. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le courrier distribué à un tarif unique sur tout le territoire et en particulier dans les zones rurales les plus éloignées. C'est aussi le versement des minima sociaux pour les plus défavorisés. C'est aussi l'accès à une banque de proximité pour tous. C'est souvent le seul contact quotidien pour des personnes les plus isolées et le dernier service public dans les zones rurales et en zones urbaines sensibles. Mais qu'en sera-t-il demain avec une société anonyme? La réponse est toute trouvée, que ce soit dans l'énergie, dans les transports ou dans les télécommunications. Chaque fois qu'un statut change, chaque fois l'emploi recule, les prix augmentent et la qualité des services diminue. D'ailleurs, les exemples dans d'autres pays européens, comme la Suède, l'Allemagne ou l'Angleterre, sont particulièrement explicites. Ils ont largement montré cette dégradation du service. Chaque fois que le statut de la Poste a changé dans ces pays, on a observé une diminution du nombre de bureaux de poste et des effectifs. Et il n'y a aucune raison, aucune, qu'il en soit autrement demain dans notre pays. Et ce n'est pas l'inscription non plus dans ce projet de loi d'un réseau de 17 000 points de contact qui pourra nous rassurer. Déjà, en milieu rural, ces points de contact sont de moins en moins des bureaux de poste et de plus en plus des agences postales communales ou des relais qui n'offrent pas du tout le même degré de service. L'expérience montre qu'il suffit de réduire l'amplitude des horaires d'ouverture pour constater une baisse de la fréquentation et justifier ainsi tout bonnement la fermeture du bureau de poste. Nous sommes tous confrontés à cette situation en milieu rural et pour ma part dans le Médoc, je connais cet effet dévastatrice comme dans certains quartiers urbains d'ailleurs. La transformation en société anonyme et la recherche de rentabilité maximale qui en découlera à terme ne feront qu'amplifier cette tendance. Les Français, je vous le dis, ont tout à perdre d'un changement de statut qui laissera l'ouverture possible à la privatisation, quoi que vous en disiez. D'ailleurs, ils ne sont pas dupes, et on l'a très bien entendu tout à l'heure par Frédéric Massat, ils ont été plus de 2 millions à s'être exprimés très clairement contre ce changement. Manifestement, le gouvernement ne souhaite pas les entendre, pas plus qu'il ne souhaite entendre notre demande de référendum. Alors, pour toute réponse, nous avons droit à la procédure accélérée pour examiner ce texte. Vous avez tort. L'avenir de la Poste méritait franchement mieux. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette réforme dangereuse. Elle ne répond pas aux défis que devra relever la Poste pour garder un service public de qualité sur l'ensemble du territoire.